Cela va faire une semaine que nous sommes dans la région de Khyber. Le but de notre expédition dans la région, c'était d'aller voir un magnifique volcan blanc. Mais en analysant les pistes d'accès sur les images satellites, on est tombé sur quelque chose de bien plus mystérieux. Les champs de lave autour de l'oasis et des volcans de Khyber, ils sont remplis de structures étranges qu'on peut voir sur les images satellites. Alors cette semaine, changement de programme. On t'emmène découvrir ces structures d'un autre temps. On a essayé de contacter les archéologues qui bossent dans la région. On leur a demandé si c'était possible d'aller voir comment ils travaillaient sur ces lieux et savoir si on pouvait avoir accès. Malheureusement, ça n'a pas été possible. On nous a dit que les sites où ils travaillaient, ils étaient actuellement fermés. Est-ce qu'on nous cache des choses? Alors afin de percer le mystère de ces sites, pour vous, on va traverser les champs de lave, on va monter sur les volcans et on va braver des orages. Durant cette semaine, on a vu plein de structures étranges en pierre. Mais on va te présenter les 3 types les plus exceptionnels qu'on ait vus. Les Bédouins, les locaux, ils appellent ça l'œuvre des anciens. Les plus grandes structures qu'on ait vues, c'est ce que les archéologues appellent des kites. Ou cerfs-volants en français. Cerfs-volants, soucoupe volante, comme par hasard. Ces grandes structures ont longtemps fait débat, mais d'après les dernières informations, elles seraient été uniquement utilisées pour chasser les animaux. Elles sont énormes, elles peuvent s'étendre sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Chasser des animaux dans des champs de lave, il n'y a rien qui vit ici. Et on devrait croire que c'est scientifique. Comme vous pouvez le voir sur les images, les structures comprennent des super longs murs en pierre. Et ça devient de plus en plus fin et ça crée un couloir. Au bout de ces couloirs, il y a des petits ronds. Et ces petits ronds, en fait, c'est des pièges où les animaux tombaient. Donc ici, on parle pas de petites chasses, animal après animal. Ici, on parle de chasse en masse. On va choper un troupeau entier durant les migrations et on va les faire tomber dans les trous. Il y en aurait plus de 1000 dans la région de Khyber. Les premières observations, elles ont été faites par des pilotes de la Royal Air Force anglaise dans les années 20 quand ils survolaient la zone. Parce que du sol, on voit pas grand chose. Mais dès qu'on prend de la hauteur, c'est très impressionnant. Ça, il n'y a aucun doute, elles sont très anciennes. Mais les dater, ça c'est un autre problème. Parce que sûrement qu'elles ont été utilisées sur une très longue période. Et que aussi, il faut retrouver quelque chose pour pouvoir les dater. Donc dans la région,
le travail vient de commencer. Mais ces structures, on les retrouve à d'autres endroits sur la péninsule arabique, et même jusqu'en Asie centrale. Dans le désert du Negev, en Israël, on les a datés entre 5000 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et en Jordanie, encore plus vieux, jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est clair que vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas d'animaux dans la région. Mais il y a 8000 ans, la région était beaucoup plus verte. C'était l'Holocène humide. Et du coup, beaucoup plus de verdure, des lacs, et sûrement beaucoup plus d'animaux. Comme vous pouvez le voir avec l'état de la voiture, on s'est pris un bon orage et du coup aujourd'hui c'était plutôt humide et plutôt boueux. On était tranquillement dans la tente et tout d'un coup on a entendu un grand bruit de... Je sais pas comment on dit mais... Un brouhaha. Un brouhaha. Et on regarde en dehors de la tente et là... Il y a une vague carrée. Pourtant les orages ils sont... Mais il n'y a même pas d'orage autour de nous, ils sont ultra loin. Oh là là. Et puis on s'était pas mis, on sait toujours qu'on fait... On n'est pas vraiment dans un wadi, on est entre deux champs de lave. Et on fait toujours attention, comme à Wadi Ladjeb, se mettre à des endroits qui ne sont pas trop inondés. Donc on était légèrement en hauteur. On a vu la vague qui est arrivée. On a vu la vague, on a plié les affaires, on s'est mis dedans, on avait l'eau jusqu'un peu en dessus des chevilles. Et puis là ça monte à une vitesse, il y avait un petit arbuste à côté, il est complètement sous l'eau. C'est violent. Et du coup voilà, là on est remonté, on est tout en haut du champ de lave et puis... On a nos affaires en bordel, la tente elle est pas pliée, enfin on l'a juste posée comme ça. Oh là là le bordel, bon il y a des orages un peu partout autour de nous. C'est assez violent. Et on n'arrêtait pas de se plaindre qu'il n'y avait pas de pluie, le karma, je vous le dis, le karma. Alors avec la voiture on était posé là. Et cette nuit, c'est monté tout là. C'est monté ultra haut, parce qu'on a eu un méga orage, ultra violent l'orage. Et du coup, ça a passé tout dans la plaine là. Et là, à cause de l'orage, il y avait des rivières qui coulaient et nous on était juste là. Et je sais pas si vous voyez là, ici ce petit bout de bois, et elle était sous l'eau. Et tous les petits arbustes étaient sous l'eau. Une autre structure spectaculaire qu'on a vue, c'est des tas de pierres en forme de pendentifs. Et ces pendentifs, ils sont souvent alignés le long d'une avenue. C'est un truc de dingue. Les archéologues appellent ces structures des avenues funéraires. Ils en auraient recensé plus de 2000 dans la zone. Dans la partie haute du pendentif, le petit rond, les archéologues ont retrouvé des restes humains, ce qui prouverait que ce serait utilisé comme structure funéraire. Les restes humains qu'on retrouve dans ces pendentifs, ça permet aussi de les dater. Les premières estimations, ce serait 3000 ans avant Jésus-Christ, l'âge de bronze. Ça fait un peu plus jeune que les kites, mais c'est quand même très ancien. C'est aussi très difficile à les dater, parce que ces structures, comme vous avez vu, elles sont apparentes dans le paysage. Donc elles ont été pillées, mais aussi elles ont été réutilisées à différentes époques. Donc les datations, on les retrouve à différentes époques aussi. Impossible de savoir quand est-ce que les premières structures ont apparu, combien de temps elles ont été utilisées, et vraiment pourquoi on les a construites comme ça.
J'ai pas d'informations, pourquoi ils ont fait des pendentifs, pourquoi elles sont alignées. Tout ce qu'on sait, souvent, c'est qu'elles sont alignées sur des lignes droites, qui sont le long de cours d'eau ou le long d'oasis. Ces structures, elles s'enchaînent sur des kilomètres et des kilomètres. Des fois, par exemple, entre l'oasis de Khyber et un oasis qui est un peu plus au nord, on les retrouve étendus sur plus de 20 km le long des cours d'eau. Étrange, avec qui ils essayent de communiquer? Il faut savoir que toute la zone archéologique qu'on a visitée cette semaine, elle est encore très peu étudiée par les scientifiques. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite était vraiment un pays refermé sur lui-même. Du coup, les archéologues, ils n'avaient pas du tout accès à cette zone. Comparé aux zones du Levant qu'on retrouvait en Syrie, en Jordanie, ici, il y a très peu d'études. Et les études, elles sont vraiment très récentes. L'intérêt pour cette région, elle a commencé avec les images satellites. Au début des années 2000, quand on a commencé à avoir des images satellites de bonne qualité, les archéologues ont remarqué que c'était rempli de structures, que ce soit les kites, les pendentifs. Et c'est là vraiment que l'intérêt il a commencé, que les archéologues sont arrivés et maintenant ils commencent à protéger ces sites. Troisième structure, c'est peut-être la plus mystérieuse, et c'est sûrement la plus ancienne aussi. C'est ce que les archéologues appelaient des portes. Maintenant on appelle ça des mustatiles, ou rectangles en arabe. Des portes vers un autre monde. Ces portes, on en retrouve partout dans le paysage. Sur les montagnes, sur des volcans, dans les champs de lave, il y en a partout. Hier, quand on se baladait dans les champs de lave, proche de portes, on est tombé sur des bédouins. Ils nous ont invités à boire le café. Ils avaient leur campement vraiment entouré de portes. Et du coup, on s'est dit, s'il faut demander des informations à quelqu'un, on va leur demander à eux. Est-ce qu'ils ont des petites histoires sur ces portes? Ils nous ont juste dit qu'elles étaient très anciennes, que ça datait de l'Antiquité. Ils ne savaient pas du tout à quoi elles pouvaient servir. Ces portes ont été découvertes pour la première fois dans les années 70 par des archéologues. Elles sont uniques dans la région, on les retrouve à nulle part ailleurs. Les plus petites font environ une vingtaine de mètres, mais les plus grandes font plus de 600 mètres. Premières excavations, elles datent de 2019, donc c'est vraiment très récemment. Et les archéologues, ils ont été regardés dans la partie courte de la porte. Et là, on retrouve des petites pièces. Et dans ces petites pièces, ils ont retrouvé des cornes d'animaux, de chèvres, de moutons, de gazelles. Quand tu retrouves des restes, tu peux les dater. Et du coup, ces portes, elles dateraient d'il y a plus 8000 ans, 6000 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de restes humains à l'intérieur. Il n'y a eu que des restes d'animaux. Et donc, les archéologues, ils pensent que pour l'instant, ce serait utilisé comme structure rituelle, pour faire des rites par rapport au bétail. C'est fou, 8000 ans, c'est le début du néolithique. C'est encore plus vieux que des monuments comme Stonehenge. Les archéologues estiment que c'est les plus vieilles et les plus grandes structures rituelles paysagères du monde. Ces structures, ça nous hallucine, et surtout le nombre qu'il y en a dans le paysage. On va te mettre des petits liens dans la description où tu vas pouvoir aller regarder sur Google Maps. C'est vraiment exceptionnel, c'est un truc de dingue. Je vais aussi te mettre dans la description quelques publications qu'on a utilisées comme source pour cette vidéo. Il y a David Kennedy, qui était un des premiers archéologues à accéder à cette région, qui a fait quelques publications sur ces différentes structures. Aussi Rémi Crassard, un Français qui bosse au CNRS, qui a publié sur les kites. Il a aussi un projet qui s'appelle Global Kite. Il recense tous les kites que vous pouvez retrouver à travers le monde.
Franchement, on se réjouit qu'il y ait plus d'informations sur ces lieux, parce que nous, ça nous dépasse. Moi, travailler dans le domaine, je deviendrais fou. Pourquoi ils les ont construits comme ça? Pourquoi ça a des formes de pendentifs? Pourquoi ces portes? Pourquoi sur des volcans? C'est beaucoup trop de questions, je pourrais pas endormir la nuit. N'hésite pas de nous laisser un petit commentaire là en dessous pour nous dire ce que tu en penses. Nous, on va partir pour Alula. Alors on se revoit la semaine prochaine.